Alors Olivier, bonjour. Salut. Merci de participer. Salut. Euh, pour commencer un petit peu, je voudrais juste rappeler que le début de ton roman nous met directement dans l'ambiance. Tu nous parles de Bienvenue en zone 4. Donc ça, on refait du Olivier Adam dans des grandes longueurs. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Est-ce qu'il y a un contexte social? Est-ce qu'il y a une envie de sortir toujours ces gens de banlieue? Après, on va voir un peu comment ils en sortent, mais est-ce que tu as une motivation première dans l'écriture de ce livre? Voilà, la motivation première, elle est plus dans la destination que dans l'endroit d'où ils partent. Euh, Moi, j'aime bien écrire souvent pour rejoindre en pensée et en écriture les lieux que j'aime, et singulièrement quand j'y suis pas. Donc, Ouais. très souvent, comme tu le sais, la Côte d'Émeraude, Saint-Malo, Saint-Lunaire, Dinard, etc., où se situe une bonne partie de mes livres. Parfois le Japon, parfois le Portugal, et puis souvent aussi, parce que j'avais déjà fait dans Peine perdue, Mm. un précédent roman chez Flammarion, je l'avais fait aussi dans certaines nouvelles, un endroit de la Côte d'Azur qui est encore un peu sauvage, le massif de l'Estérel, les calanques de l'Estérel, et voilà, j'avais une idée comme ça d'un espèce de road movie, d'une cavale d'amants clandestins, d'amoureux Mm. clandestins. Et la destination, c'était ce bord de mer-là, cette lumière-là, ce décor-là. Et c'est vrai que j'ai souvent la tentation d'écrire des livres pour faire vivre des décors, moi, dans un premier temps. Ensuite, une fois que j'ai le quelque part, il me faut bien des quelqu'un, et il faut bien qu'ils partent de quelque part. Donc, tu me demandais un peu l'atmosphère, oui, mais plus que la question de la banlieue, qui est pour moi un territoire de départ automatique, parce que c'est l'endroit d'où je viens, c'est l'endroit où j'ai grandi. Donc, souvent, mes personnages partent de là pour gagner les périphéries, d'autres périphéries, les périphéries du bord du pays, les bords de mer, les littoraux, les bords du monde quand ils vont au Japon, quand ils Japon. vont au Portugal, qui est l'extrême du continent européen. Euh, Plus que ça, je savais que je l'ai écrit dans un moment qui est le moment que nous vivons encore, qui était le moment de MeToo, qui est le moment de ce qui va suivre MeToo, de ce qui continue aujourd'hui. Et c'est vrai que assez vite, ça a imposé l'envie d'écrire. J'ai beaucoup écrit sur la domination sociale, sur les inégalités sociales. Elles sont encore là dans le livre, mais là, j'avais envie de travailler, oui, sur la question de la domination masculine, des violences conjugales, sur la question du consentement, voilà, sur toutes ces questions-là, et de mettre en scène comme ça Leïla, qui est un des deux Ouais. personnages principaux, qui est aux prises avec un mari qui est violent psychologiquement, violent physiquement, et qui est aussi quelqu'un dont elle a subi l'emprise très tôt dans sa vie, parce qu'elle avait 14 À ans quand 14 elle l'a ans. rencontré, alors qu'il était adulte. Et de l'autre côté, un personnage plus habituel de mes livres, Antoine. Antoine, qui s'appelle toujours Antoine, le cœur au bout des doigts, pas de carapace, borderline, Écorché et vif. qu'un drame personnel a fait dérailler. Il est à côté de sa vie, il est en stand-by, il porte une immense culpabilité, et il va essayer de l'expier, de se racheter, en fait, bah ouais, en aidant cette femme dont il est amoureux, qui est plus vieille que lui, qui a un enfant, en l'aidant à s'échapper des griffes de cet homme violent, toxique, qui appartient, pour aller vite, et pour reprendre les expressions liées au mouvement actuel, au monde des porcs. Voilà. C'est Ouais. vraiment un porc. C'est ça, et un port tenace même. Dans la construction du roman, en plus, donc effectivement, on commence, on est effectivement, Antoine va nous raconter qu'il est donc demandeur pour emploi et qu'il va tomber très amoureux de Leïla, qui va être une sorte de partenaire de jeu de rôle, comme on peut voir dans tous les pôles emploi, pour essayer de retrouver un job. Et sauf qu'il est tellement amoureux, ce qui est très beau, enfin moi c'est un des détails, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans ton écriture, c'est qu'il lui offre un petit carnet, et la voix de Leïla, elle va arriver par l'écriture dans ce petit carnet, où elle va parler justement de ses doutes avec sincérité, elle va parler de sa façon de ce qu'elle pense, sa peur évidemment,
tu disais, son mari est hors de contrôle. Et du coup, ils vont avoir cette idée complètement folle un soir à la sortie de l'école. Elle est bien, je prends la voiture, on prend la voiture de mes parents. Là, je parle au nom d'Antoine et on va partir sur la route et puis je t'emmène. Mais je te dis pas encore où. Et du coup, c'est ça qui est génial dans ton bouquin, c'est qu'on les suit directement et hop, on part sur l'autoroute, on ne sait pas trop. Et effectivement, assez vite, on comprend que c'est l'autoroute du Sud et qu'on part vraiment vers Saint-Raphaël. Ça m'avait pensé à peine perdue. Encore hors saison, on est avant la saison d'été, c'est ça qui est chouette aussi. Donc on voit bien toutes ces maisons fermées quand on arrive dans cet endroit. Euh, Tu fais des repérages, tu fais des. Enfin, forcément, c'est impossible Je trouve que la manière dont tu fais passer les odeurs, les lumières de ce coin que je connais absolument pas, j'ai vraiment l'impression de connaître cette résidence fermée par une vieille barrière et tout ça. Tu repères les lieux avant, tu t'es dit, tiens, là, ça va être l'endroit idéal pour cet amour. On va s'apercevoir qu'en réalité, sans tout dévoiler, Lise, la grande sœur d'Antoine y est aussi, et que ça va poser aussi d'autres problèmes. Tu choisis le lieu en fonction de de ce qu'ils peuvent apporter à tes personnages. Euh, c'est plutôt les personnages qui naissent des lieux, en fait. Et quant aux lieux, je ne les travaille pas. C'est-à-dire que je me suis jamais rendu quelque part pour écrire un livre. Ok. Je ne fais que mettre en scène les lieux que je connais, en fait, et les lieux que j'aime et qui m'inspirent des histoires. Voilà, quand on a un lieu, on a l'histoire parce qu'on a une, une, atmosphère, une lumière, une manière à la fois particulière et collective d'être traversée par la société. Et puis on a, voilà, les personnages, ils sont là. Dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel endroit, les histoires, il suffit de se baisser pour les ramasser. Donc c'est plutôt, je décide à l'avance sur quel lieu je vais mettre la focale. Et dans mon travail, les lieux, ils sont toujours venus par une fréquentation, mais qui n'était pas à dessein. Euh, le sud de la France, c'est vraiment parce que la famille de ma compagne a acheté il y a très longtemps une petite maison qui est la maison du livre en fait, une maison Mhm. en haut d'une colline, dans une résidence fermée par une barrière, et voilà, de la terrasse, la petite terrasse de laquelle on peut voir la baie d'Aguet et les contreforts du massif de l'Esterel. Mais j'ai toujours fait ça, même quand j'ai travaillé sur des thèmes très précis, pour À l'abri de rien ou pour Welcome, sur la question des migrants, de Sangatte, de Calais. C'est parce qu'il se trouvait que depuis 3 ans, je menais des ateliers d'écriture à Calais et que donc j'allais beaucoup à Calais, mais pas pour écrire un livre. Mais au bout d'un moment, la fréquentation du lieu a fait surgir une histoire, a fait surgir des personnages et nécessairement, à cette époque-là, a fait surgir la question de la fermeture du camp de Sangatte et du sort non seulement des réfugiés, mais aussi des aidants. Voilà. Et ça fonctionne toujours comme ça. Les livres qui se passent au Japon, c'est la fréquentation assidue de certains lieux précis autour de Kyoto et à Kyoto qui ont fait surgir les livres. Quoi. Et la Bretagne, idem. Quoi. Voilà. J'y ai vécu, j'y passe beaucoup de temps, et quant à la banlieue, encore une fois, j'y ai passé mes 18 premières années. Donc je travaille toujours sur des lieux voilà, qui me sont vraiment intimes. Et à partir de là, l'envie de les restituer, une envie de peindre du dimanche un peu, Mhm. qui pour la millième fois referait la vue depuis la terrasse. Quoi. Et essaierait de faire passer la lumière, les couleurs, les odeurs. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Après, comme j'ai ce goût permanent pour la fuite, pour les, oui, pour les disparitions, il y avait cette idée tout de suite, voilà, de travailler sur cette cavale, à la fois une parenthèse enchantée dans cette maison de bord de mer où, avec donc Leïla, le petit garçon de Leïla, Gabi et Antoine, ils arrivent là, ils croient se sauver de quelque chose, ils savent que ça ne sera pas éternel. Ils savent que le mari de Leïla, il a des réseaux, c'est un tenace, il va leur remettre le grappin dessus à un moment donné. Mais ils préfèrent, en tout cas dans un premier temps, respirer et s'offrir quelque chose, un horizon, se laisser caresser par la lumière, par les odeurs, par la mer, et par l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, et par la découverte aussi voilà, avec ce gamin au milieu. Alors, le hic, dès le début, c'est qu'Antoine, on comprend bien que ce qui l'a fait dérailler et sortir de sa propre vie,
C'est un drame familial. Je ne vais pas le dévoiler complètement. Mais il se trouve que quand il débarque dans cette maison, qui est la maison qui appartient à ses grands-parents et qui est vide, il prend la clé sous la tuile, comme toujours, qui est sur la terrasse. Il ouvre la porte et là, il tombe nez à nez avec sa sœur. Et sa sœur est, pour des raisons qu'on découvre dans le livre, plus que le symbole, elle est évidemment l'incarnation absolue de ce qui fuit. Et donc il y a cette manière comme ça pour Antoine d'expier une faute en présence de la personne qui la symbolise. Et donc ça crée une tension dans la tension principale étant échapper. Combien de temps ils resteront planqués, combien de temps Alex se mettra à revenir sur leurs traces. Et en plus, en termes de tension et de surtension, j'ai eu cette impression de… Comme la vie, de temps en temps, on a l'impression qu'il y a une espèce de choses qui s'enchaînent et de loi de Murphy de l'embêtement maximum. Là, effectivement, tu avais la même chose. Mine de rien, Antoine trouve du boulot, ce qui est plutôt fort. On se dit, tiens, c'est chouette, ils vont pouvoir vraiment démarrer une vraie vie. Ils ont mis à plat leurs mensonges respectifs, surtout lui. Il mentait beaucoup. Et boum, dans l'hôtel dans lequel il travaille, une actrice désespérée se suicide, ça on peut le révéler sans problème, et ça va entraîner plein d'autres choses. Et là, on se dit, tiens, ça recrispe encore leur espace de liberté. Et justement, pour voir ce rôle des sœurs, parce qu'en fait, on parle toujours de Lise, donc la sœur d'Antoine, mais Leïla elle-même, elle a une sœur dont elle a complètement perdu la trace. Là aussi, ce rôle des sœurs, des grandes sœurs, des femmes, enfin, alors sans tout dévoiler aussi, il y a tu parlais de MeToo tout à l'heure, c'est un peu ça, c'est vraiment l'emprise que peuvent avoir certains hommes, qu'ils soient dans la famille, qu'ils soient entraîneurs de volleyball. C'était volontaire aussi de montrer cette emprise masculine néfaste sur des petites femmes qui essayaient juste de s'en sortir, qui étaient enfants, notamment pour comment elle s'appelle, Jen, la sœur de Leïla. C'est un côté presque militant dans ton écriture, parce que c'est juste une condition actuelle. Non, c'est un militant, je ne sais pas, parce que quand on s'engage, on n'écrit pas des livres, quoi. On s'engage vraiment. Donc, c'est plus que ça donne à la fois des vrais questionnements intimes, psychologiques, qui nourrissent des personnages complexes, qui essayent de se battre avec leurs failles, qui essayent de résister à ce qui les assigne, à ce qui les a blessés. Et moi, ça m'émeut toujours dans les livres que je lis, et ça m'émeut aussi de les écrire d'une certaine manière. Ces personnages cabossés qui essayent quand même d'aller vers la lumière, qui essayent Mais ce qui m'intéressait beaucoup dans le cas de Leïla et le cas de Jen aussi, c'était deux choses. C'est d'abord que Leïla, elle écrit en fait. On l'a… Donc, tu me disais tout à l'heure, Antoine lui a offert un carnet. Au début, elle lui dit, mais pour qui tu m'as pris un carnet? Qu'est-ce que je fasse d'un carnet? Et puis finalement, elle s'y met. Et elle découvre ce qu'on découvre tous quand on commence à écrire, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qu'on a à écrire avant d'écrire. Pour écrire, il faut d'abord écrire. Et elle découvre aussi qu'elle va pouvoir, par l'écriture, mieux se comprendre, se réapproprier pas l'écriture et pas le dialogue aussi avec la sœur, avec Lise, mieux se réapproprier sa propre histoire. Et par exemple, elle va, en racontant comment ça s'est passé avec cet Alex, qu'elle connaît depuis qu'elle a 14 ans, elle a eu un enfant à 17 ans, lui était déjà un adulte, elle prend conscience que ce qu'elle a cru être du consentement, par exemple, ne l'était pas, était en fait de l'emprise. Et que de cette emprise, en fait, cette emprise a fait d'elle, même si elle ne se pense pas comme ça, de cette manière, une victime de quelque chose. Voilà. Et qu'on est dans toute l'ambiguïté de ça. Enfin, bon, voilà, il y a eu un livre qui s'appelle Le consentement qui en parle magnifiquement. Hein. C'est très différent, mais donc ça m'intéressait. Et puis, ce sont des jeunes gens. Alors, un livre, voilà, c'est une collection dite jeunes adultes. Pour moi, ça ne veut rien dire. C'est juste un roman avec des jeunes adultes dedans. Et ce sont des jeunes d'aujourd'hui. Et ces questions-là, ces questions de l'égalité homme-femme, des violences conjugales, de l'emprise masculine, de la domination masculine, ce sont des questions qu'on vit tous. Et ce sont des questions qui, je le vois avec les adolescents ou les jeunes gens qui sont autour de moi, sont extrêmement cruciales. Et qui pour eux sont vraiment
un engagement fort, quoi. Voilà. Et donc, il me semblait d'emblée que si on veut faire parler un peu les jeunes d'aujourd'hui et dire quelque chose de ce qu'ils sont, de ce que la société leur réserve, de ce que eux opposent à la société, euh, ben, il fallait parler de ça vraiment. Alors peut-être que dans un autre livre, je parlerai d'autres choses qui vraiment sont très importantes. Dans La tête sous l'eau, il y avait vraiment la question de l'homophobie, du coming out, etc., qui sont aussi des questions très importantes, je crois, pour cette génération-là. Et là, il me semblait voilà, que dans ce contexte-là, voilà, juste avant le confinement, on était encore en plein dedans. C'était Polanski, les lettres de Virginie Despentes, Adèle Haenel, etc. Là, le Covid a un peu mis tout ça entre parenthèses et on est un peu dans des brumes étranges qui font que les grands thèmes importants, la santé c'est important, hein, je ne dis pas, mais en tout cas que les grands thèmes importants, les grands thèmes sociétaux sont un peu sous le tapis en ce moment. On parle un peu d'écologie du fait de la Convention en ce moment, mais citoyenne, mais voilà, pour moi c'était vraiment un vrai. Et puis l'autre aspect, c'était que au fond, Leïla, Jen, euh, elles ont rencontré le pire du masculin. Mais il y a d'autres. Je pense que les questions liées à MeToo, Balance ton port et tout ça, posent une vraie question aux hommes. Enfin, évidemment, des grandes questions aux hommes, mais posent des questions aussi d'une redéfinition du masculin. Ou en tout cas, de ne pas laisser le monopole de la définition du masculin à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, mettent en avant la survirilité, la domination, le machisme, la force physique, euh, enfin tout ce qui était la misogynie, etc. Et que finalement, voilà, cet Antoine, il est un peu fragile, il a le cœur au bout des doigts, il n'a pas de carapace, il a fait des grosses conneries dans sa vie, il n'est pas très fiable, tout ce qu'on veut. Mais en même temps, il propose par ailleurs une autre version du masculin, Mmh. égalitaire, douce, bienveillante, sans, sans concupiscence permanente. Et en même temps, il y a du désir entre eux, il y a du flirt, il y a du jeu, il y a de la séduction. Ils se mentent pas pour se mentir, ils se mentent pour se séduire. Lui, il lui dit pas son âge parce que s'il avait dit qu'il avait 17 ans quand il l'a rencontrée, alors qu'elle est maquée, qu'elle a un gosse, elle a perdu son job, mais enfin elle a une vie professionnelle. Bon, sûrement qu'elle l'aurait même pas regardé. Donc il a inventé qu'il était plus vieux qu'il n'était, qu'il était indépendant, etc. Et elle a menti sur son âge pour qu'il ne sache pas qu'elle a eu son enfant si tôt, qu'elle avait connu son mari qui est bien plus âgé si tôt aussi, et parce qu'elle emporte un stigmate et malheureusement une forme de honte. Et au début, elle n'ose pas livrer ça à Antoine, quoi. Et peu à peu, à travers son carnet, en prenant possession de sa propre vie, de sa propre histoire, elle va aussi être capable d'échanger là-dessus avec sa sœur, Jen, quand elle remettra la main dessus d'une manière ou d'une autre, avec Lise, la sœur d'Antoine, et avec Antoine lui-même. Et ouais, c'est ça. Et en fait, ma question aussi, du coup, c'était le fait de d'écrire. Alors, je sais que moi, je dis pas que c'est un roman young adulte ou je sais pas quoi, quelle catégorie, mais je me disais que c'était quand même à destination des jeunes aussi. Et cette redéfinition des masculinités, je me trouvais ça intéressant de l'intégrer justement dans des podcasts, des couilles sur la table ou ce genre de choses. Et je me dis, si des hommes, jeunes hommes ou des jeunes femmes peuvent lire ça, se dire qu'effectivement, les rôles des grandes sœurs est fondamental. Et un autre rôle, deux autres rôles aussi intéressants, c'est les rôles des parents d'Antoine, enfin du père d'Antoine et du père de Leïla, deux profils complètement différents. J'ai trouvé le courage du père d'Antoine incroyable, notamment, alors sans tout révéler, mais à un moment, Alex retrouve sa trace au début, quand on est encore en région parisienne. Et il a fait preuve d'un courage fou quand Antoine est presque prêt à Ouais. se terrer. Euh, C'est Clint Eastwood dans Grand Torino, hein, le père. c'est ça. Vraiment. Enfin, À la il y fois, va. des fois, on sent qu'il n'est pas forcément toujours très ouvert d'esprit, et voilà. Mais alors, par contre, quand c'est son système de valeurs Ouais. et ça, ce pourquoi il a de la bienveillance est mis en, en question, il est prêt à tout pour défendre ce qu'il aime et les choses auxquelles il croit.
C'est ça, parce que je l'ai trouvé ça magnifique, cette scène où j'imagine Alex, donc il est agent de sécurité, je sais plus, Carré-Sénat ou Melun, enfin, une espèce de mec bien balèze, bien sûr de lui, bien gonflé à la testostérone. Et ce papa d'Antoine, je voyais bien un peu l'image de mon père en me disant, il ira pas, quoi. Et bam, il y va, on ne le touche pas, c'est mon fils, c'est son histoire. J'ai trouvé ça très beau et je me dis que ça, en termes d'image qu'on renvoie de l'homme, eh ben, c'est beau, c'est une belle proposition. Et du coup, au fur et à mesure de ton roman, je trouve que justement, cet Antoine prend de l'épaisseur. Tu l'as dit, il comprend ce qu'il a fait. Enfin, en gros, il met des mots déjà sur ce qu'il a fait. Et pour autant, ce que j'adore, c'est tu joues avec le rythme. C'est-à-dire que le road movie, quand ils partent vers le sud, on sent bien qu'il y a une espèce de j'ai trouvé ça lent, j'ai trouvé ça agréable. En fait, vraiment, on roule la fenêtre ouverte, en gros, et on va descendre vers un monde meilleur. Je trouvais ça magnifique. Et puis après, très vite, on s'aperçoit qu'il y a certaines scènes alors pas de poursuite, mais en tout cas de poursuite, puisque ça Oh, va bah, jusque. ça finit un peu en thriller, ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Et du coup, ce changement de rythme, alors je ne sais pas si c'est une expérience de scénariste ou genre, mais il y a un côté très, très cinématographique, c'est un truc que tu imagines quand tu écris ou c'est vraiment comme ça venu. Non, c'est un double travail. C'est un travail d'abord de se fondre vraiment dans le point de vue des personnages et de suivre vraiment pas à pas le vrai rythme de leur vie. Au début, il y a un moment, il y a un moment d'installation. Bon, après, Alex est à leur trousse. Là, il y a une forme de panique qui s'installe. Et puis après, quand il lui échappe une première fois, il va y avoir ce début de cavale. Cette parenthèse enchantée, et il faut la faire sentir. Il Mm. faut qu'on sente le temps, il faut qu'on sente la respiration. Ils sont sur leur garde, ils sont inquiets, mais il y a malgré tout, il faut même qu'on sente l'horizon s'ouvrir, qu'on Mm. sente la lumière et la douceur de l'air et des parfums. Et puis ensuite, à un moment donné, quand le piège se referme sur eux, là, on est vraiment dans l'action pure. On est aussi sur des personnages qui sont jeunes et qui donc sont une espèce d'hypersensibilité à tout. Enfin, on peut l'être à tous les âges, mais je veux dire particulièrement tout roman qui met en scène des gens de cet âge-là est un roman d'apprentissage et un roman d'initiation. Et tout à la force des premières fois, des choix qu'on fait sans vraiment avoir tous les éléments en main, des erreurs qu'on va peut-être commettre, des risques qu'on prend. Parce qu'à cet âge-là, on ne fait que ça. On navigue à l'aveugle. On nous dit qu'il faut se construire, il faut construire une vie, qu'il ne faut pas se gourer, parce qu'en plus, toutes les erreurs qu'on fait entre 18 et 25 ans vont déterminer énormément de notre vie d'après. Alors, eux, c'est un peu extrême, mais on peut même le dire par rapport, je sais pas, à la question des études, ou dans un pays comme la France où il n'y a pas vraiment de deuxième chance donnée et où on est totalement dingue avec les diplômes. Ce que vous allez faire entre 18 et 23 ans, des études ou non, quel genre d'études et tout ça, on va vous le renvoyer dans la gueule jusqu'à votre retraite, quoi, hein. De toute façon, on reviendra toujours à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez comme diplôme, qu'est-ce que vous avez suivi comme études, peu importe ce que vous avez construit par ailleurs dans la vie, les accomplissements que vous avez faits, les expérimentations et tout ça, on vous renverra toujours à ça. Donc c'est vraiment un âge où on est comme ça tout le temps un peu le nez contre la vitre et sommé d'agir beaucoup, sommé de faire des choix. Et en même temps, il y a aussi une forme encore d'innocence ou d'immaturité ou de fragilité ou d'hypersensibilité, etc., qui peuvent aussi créer des échappées, des trous d'air, des prises de liberté face à ces enjeux très forts, quoi. Et puis pour eux aussi, et surtout pour Leïla, par exemple, Leïla, elle n'avait jamais vu la mer, quoi. Donc, elle n'avait jamais vu autre chose que la banlieue parisienne, qui a des aspects très agréables à certains égards, hein, c'est pas la question, mais en tout cas, quand elle arrive là, elle oublie presque tout ce qu'elle fuit, quoi. Il y a un moment de, de, de respiration, d'ouverture, oui, de se laisser pénétrer par. Elle dit à un moment donné, mais en fait, je me rends compte que la mer m'a manqué alors que je ne la connaissais pas, quoi. Comment est-ce que quelque chose qu'on ne connaît pas peut nous avoir manqué? Et elle se découvre, elle en aurait peut-être ri 2 minutes plus tôt, quoi. De se sentir aussi perméable à la lumière, aux roches, aux couleurs. Elle, c'est une enfant du bitume. Elle n'a jamais pensé qu'elle avait besoin de ça, quoi. Et en fait, elle se rend compte du pouvoir. Voilà, elle apprend, quoi. Ils apprennent à s'aimer, ils apprennent à se connaître.
ils apprennent à faire avec la violence sociale, avec la violence masculine. Ils font comme ils peuvent. Donc, il y a tout ce jeu d'être fidèle à la fois ces hésitations, ces moments d'accélération, ces moments de vertige, ces moments d'accalmie. Et puis après, moi, je les compose toujours comme ça, mes livres. Mm. J'aime composer mes livres avec ces sautes de rythme et les composer comme des morceaux de musique, avec un mouvement allegro, un mouvement plus lent, un mouvement prestissimo, un mouvement, enfin, euh, comme quatre mouvements dans une sonate ou dans une symphonie, quoi. Ce qu'on avait dans chanson, enfin ce qu'on avait, ouais, la ville silencieuse, qu'on avait dans la partie de badminton, tu avais exactement le même, enfin pas le même rythme, mais même la même composition rythmique. Et, bah, j'ai toujours cette idée, voilà, de composer le livre, et après c'est un instinct, hein, mais Mm. d'essayer de sentir qu'à la fois il est vivant, qu'il n'est pas figé sur un seul rythme comme une ligne droite, parce que les livres dans lesquels on ne se promène pas, moi ça m'ennuie. Mm. Et d'ailleurs, ça fait partie des challenges, entre guillemets, quand on publie un livre dans une collection dite Young Adult, c'est de n'en tenir aucun compte. Je ne m'adresse pas à des adolescents ni à des jeunes adultes. Je m'en fous complètement. Je ne m'adresse à personne en particulier. J'essaie juste d'être juste dans une histoire qui met en scène des jeunes adultes. Dans un type de roman d'apprentissage d'initiation. C'est la seule chose que je me fixe. Et aussi, il y a un souci normalement dans ce genre de livre, quand ils sont un peu, disons, formatés, d'efficacité maximum. Donc, il faut être tout le temps à fond, pas de temps mort, parce que les jeunes, soi-disant, ils n'aiment pas les descriptions, ils n'aiment pas quand il ne se passe rien. Il faut qu'il se passe des trucs, il faut qu'il y ait des retournements, il faut qu'il y ait une fin où on ne s'y attend pas, etc., etc. Moi, je m'en fous complètement royalement, parce que mon objectif, c'est de. D'abord, je considère qu'à cet âge-là, comme à tous les âges, on peut lire absolument tous les livres, et que moi, je dois donner le meilleur roman que je puisse écrire avec ces personnages-là, et dans ce cadre-là. Donc, le fait que dans un roman, il puisse y avoir à la fois une colonne vertébrale de tension, des accélérations, qu'on flirte même avec le thriller ou le roman noir, et en même temps de la méditation, entre guillemets, enfin, sur soi-même, Oui, un temps de euh, respiration. de rêvasser, de la tendresse. Pareil, on parlait des parents. Bon, un des gimmicks normalement de la littérature jeune adulte, c'est que normalement, les parents sont des cons, Mm. typiquement. Et les jeunes se construisent, prennent en charge l'intrigue à l'abri du regard de parents dépassés, compromis, usés, cons comme leurs pieds, tout ça. Et là, typiquement dans ce livre-là, à travers les parents d'Antoine, je voulais travailler à l'inverse de ça. Mm. Il y a des parents qui sont cons, hein, c'est pas la question. Mais là, en l'occurrence, il y a des parents qui depuis longtemps, enfin, qui ont des grandes raisons de souffrir Mm. pour leur fille, pour leur fils. Ils voient leur fils et leur fille avoir totalement dévissé suite bon, voilà, au fameux drame. Et ils font comme ils peuvent, mais ils sont là. Ils Ouais, ils sont font là comme pour ils les peuvent, ils font défendre, bien. pour les soutenir, et ils font bien. Oui, enfin, ils font comme ils. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais si on fait bien. Voilà. Mais on essaye comme ça de et ça me semble plus juste que la caricature habituelle. Mais on voit ça aussi dans les séries, hein, Young Adult, Mm. séries Netflix et tout ça. Les adultes sont toujours largués. Oui. Et c'est vrai qu'ils le font parfois. Mais ils sont aussi parfois. Enfin, c'est toujours le même truc. Moi, mes livres, je travaille beaucoup le cadre familial et j'ai pas d'avis sur la famille. C'est à la fois un endroit ultra toxique et c'est à la fois un endroit de tendresse et d'échange et où les gens sont là les uns pour les autres de manière totalement inconditionnelle qui peut être bouleversant aussi. Voilà, ça peut être les deux. Alors selon les livres et selon les familles, là on a un peu deux modèles. Hein. Leïla vient Ouais. d'un endroit toxique, surtoxique, et Antoine. Et d'ailleurs Antoine le dit, il dit mais en fait moi je suis fracassé comme ça depuis voilà je suis à la ramasse mais en plus, il dit même avant le drame, j'étais déjà hyper nerveux, j'emmerdais tout le monde et tout ça. Mais en fait, quoi, j'avais une jolie maison, un joli jardin, des parents agréables, une grande sœur Qui sympa. m'aimait. Et ben non, j'ai quand même déraillé. Mais en tout cas, il ne jette pas la faute sur les autres. Il ne jette même pas la faute sur l'environnement. Il jette la faute que sur lui-même. Mm. Et du coup, c'est ça, tu continues de casser les codes parce que tu choisis volontairement de laisser une fin ouverte. Alors, il y aura. Moi, enfin,
pour en avoir parlé avec pas mal de lecteurs déjà, on a un point de vue qui peut être différent sur la fin. On attend un jugement, quel qu'il soit, mais en tout cas, c'est pas fini, c'est pas figé. Alors que justement, dans pas mal de livres young adultes, on a une fin, poum, fin, Oui, the end, quoi. mais le livre finit vraiment d'une manière où j'invite le lecteur. Hein, il y a une vraie, Mhm. je fais rarement ça, hein, c'est la première fois que je fais ça. Oui, Il y a une vraie invite au lecteur. Je lui dis en gros, vous êtes juré, quoi. Vous êtes juré ouais. d'assises, vous avez tous les éléments. Vous avez la version d'Antoine, vous avez la version de Leïla, vous avez Mhm. l'histoire vécue de l'intérieur de A à Z. Je vous laisse juge. Quoi. Voilà. Voilà. Donc pour moi, c'est pas vraiment une fin ouverte, c'est une fin, Oui, une main tendue au lecteur. interprétative, en fait. On peut avoir un avis sur comment ça doit Pas rester. trop dire pourquoi, mais en gros, Ouais. il s'agit de savoir si quelqu'un dans l'histoire doit être condamné à la fin. Voilà. Finalement, tout ce récit n'était que des pièces à conviction. Mhm. Alors c'est un peu un tour de passe-passe de scénariste, un peu, mais en même temps, c'est comme ça que de toute façon, moi, je conçois toujours mes livres. C'est-à-dire, que ce soit, je sais pas, à l'abri de rien, même je bien t'en fais pas dès le début. Je n'ai Oui. jamais dit dans mes livres ce que je pensais de l'action du père d'avoir caché à Lily, enfin, ou à Claire dans le livre, la mort de Loïc et avoir écrit des lettres pour lui faire croire qu'il était encore en vie. Je donne jamais d'avis là-dessus. C'est Est-ce que ça. c'est bon? Voilà. Et tu m'as fait penser au dernier bouquin de Joyce Carol Oates, quand tu sais, sur le martyr américain, sur Oui, la fusillade dans un centre avortement. Et en fait, elle nous parle d'un fait horrible et elle arrive, je trouve, à ne pas nous dire que le tireur est un sale type. Je trouve on comprend oui, évidemment et on un peut. peu, mais dans mon livre aussi, on sent que je penche pour l'acquittement. Bien sûr, Voilà. mais pour Et autant, Alex, tu lui donnes quand même un côté, oui, ça reste un super sale type, mais tu n'es pas en train d'accabler et de dire au lecteur, c'est comme ça qu'il faut penser. C'est ça qui est hyper chouette. Alors, c'est vrai que c'est pas une fin ouverte, c'est une fin libératrice peut-être pour les autres, les lecteurs, pour leur dire, ben voilà, maintenant approprie-toi et réfléchis, quoi. en tout cas, pour moi, elle est pas, enfin, elle est ouverte sur le jugement du lecteur, voire même le jugement du lecteur en tant que juré face à l'affaire que je vous soumets. Mhm. Mais elle n'est pas vraiment ouverte au sens où, pour moi, le parcours est Oui, l'arc des personnages, il est fait. Euh, on parle de roman d'apprentissage, de roman d'initiation, des gens qui traversent des épreuves et qui s'en trouvent transformés. Fondamentalement, à la fin du livre, Leïla est délivrée ouais, de quelque chose et, sans spoiler, paradoxalement, Antoine aussi est délivré de quelque chose. oui. Et ce qu'ils avaient à faire ensemble, voilà. Alors, il y aura peut-être une suite, on ne sait jamais, mais en tout cas, c'est pas au programme pour le Bon, moment. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je me suis aussi laissé droit. C'est vrai que souvent, je ne veux pas me fermer la possibilité aussi de réutiliser mes personnages ou de leur donner une suite, soit dans un autre livre, soit à titre de roman, de personnage secondaire dans un livre qui qui ne sort pas. repasserait au loin. Et, Ok. j'en donnerai des nouvelles. Quoi. Voilà. Bravo en tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Alors, je vais appeler monsieur Barthélémy Mopa, qui est un comédien, qui va faire une lecture. Nous allons assister, si vous le voulez bien, à une lecture à deux voix, comme dans votre roman Olivier. Une voix d'abord masculine avec Antoine et une voix féminine avec Frédéric qui viendra lire à la suite. Donc, Barthélémy, je te laisse la lecture. Merci. Depuis, Leïla a beau chercher, elle trouve rien. Le textile est en crise, à ce qu'il paraît. C'est ce qu'on lui répète en tout cas. Pourtant, partout où je regarde, les boutiques poussent comme des champignons. Quand je prends le RER pour Paris, je vois bien qu'il y en a de nouvelles toutes les 4 jours. Entre un énième fromager pour Bobo, un 15e caviste de Bourges, 3 nouveaux coffee shops et 6 restos branchés pour ces putains de hipsters. Qui a besoin d'autant de vêtements à 100 balles pièce? Qui peut bouffer autant de fromage hors de prix? Se payer autant de vin bio à 15 € la bouteille? Qui peut dîner au resto plusieurs fois par semaine? S'enfiler autant de burgers à 18 boules? Comment autant de gens peuvent être aussi blindés? Je traîne dans les rues et je vois bien que c'est une autre vie. Un périphérique, 3, 4 zones de RER et on est juste dans un autre pays. J'ai emmené Leïla se balader là-bas une fois, à Montmartre. Il faisait beau. On descendait des bières tranquilles.
sur les bancs des squares. On a fumé allongé dans l'herbe. Je l'ai embrassée près des vignes. Elle regardait tout le temps l'heure parce qu'elle avait peur qu'on ne soit pas rentré à temps. Quand son mec la trouvait pas chez elle à son retour, il devenait dingue. Il la fliquait à mort. Je juge pas. Maintenant que j'ai vu sa gueule de bulldog, je peux comprendre. Quand t'as une fille comme elle auprès de toi et que t'as cette tronche, tu dois flipper en permanence. Comment il a pu l'attraper dans ses filets, lui aussi? Ça reste un mystère. Peut-être qu'elle avait besoin de se sentir protégée. Le mec à la trentaine, il est tout en muscles et je crois pas que le sang lui monte souvent au cerveau. Même elle le trouve un peu con. Mais en définitive, pour un protecteur, c'est surtout lui qui a fini par lui foutre les jetons. Il t'a déjà frappé? Je lui ai demandé un jour. Elle a éludé. Elle est passée à autre chose. À nous, en l'occurrence. Quoi que ça puisse vouloir dire. Quand elle me voit, elle porte sa main à la bouche, l'air horrifié. Ouais, je sais, faut que je me débarbouille, que je désinfecte tout ça, mais ça va passer. Quelques jours avec la gueule de Quasimodo. Au moins, t'es pas dépaysé, j'ai la même tête que lui maintenant. Elle sourit et me dit que je suis trop con. J'accepte le compliment sans broncher et l'entraîne avec moi. Quand elle me demande où on va, je lui dis chez moi, même si bien sûr elle ne sait pas que je vis chez mes parents. Même si jusque-là, je lui ai menti sur toute la ligne. Au moment de savoir où on allait pour baiser, j'ai toujours trouvé le moyen d'esquiver. On se retrouvait chez elle, dans leurs 2 pièces. Et sur tout le reste aussi, je lui ai menti. Quand j'ai compris que mes petites blagues n'allaient pas suffire, j'ai sorti le grand jeu. Je sais même plus ce que j'ai pu lui raconter. Je naviguais à vue en guettant ses réactions. J'avais 21 ans, je vivais dans une petite baraque avec jardin que j'avais hérité de mes vieux à leur mort, l'année de mes 16 ans. Je m'étais débrouillé comme j'avais pu avec mon grand frère. Lui était parti faire sa vie ailleurs, je ne sais plus quel pays j'ai cité. Il cartonnait dans le graphisme. En ce moment, j'hébergeais des potes. C'est pour ça que c'était pas pratique d'aller chez moi, on manquerait d'intimité. Et puis, j'étais pas un vrai chômeur. Je jouais de la gratte, je composais, j'écrivais des chansons. Je travaillais sur un album qui allait tout déchirer. C'est pour ça que j'avais arrêté mes études à 16 ans. Parce qu'être artiste, ça s'apprend nulle part. Et je supportais pas cette façon qu'a l'école de nous formater et de nous réduire. J'étais un putain d'auteur-compositeur, sensible et tourmenté et tout. Je sais pas comment elle a pu croire à tout ce baratin, mais la vérité, c'est qu'elle a fondu direct. La vérité aussi, c'est que j'étais raide dingue d'elle et que j'avais pas prévu tout ça. Que ça marche et que ça devienne un minimum sérieux entre nous. Merci. Merci. Gabi dort. Et je ne sais pas ce que je fous là. Sur mon téléphone, les messages tombent à la vitesse d'une mitraillette, des insultes en rafale, des menaces, des supplications. Alex souffle le chaud et le froid. Écrit qu'il va nous faire la peau, puis que je n'ai qu'à rentrer avec le petit et que tout sera oublié. J'arrête de voir ce petit con qu'il a bien amoché et on n'en parle plus. On repart à zéro. Il fera des efforts. Il sait qu'il a déconné ces derniers mois, ces dernières années, qu'il ne me traite pas bien, qu'il ne s'occupe pas assez du petit, qu'il ne me laisse pas assez libre. Il va se reprendre, me couvrira de cadeaux, m'offrira une belle maison, des vacances. Dans certains SMS, il prétend qu'il n'est rien sans moi, qu'il m'aime plus que tout, qu'il ne veut pas me perdre. Dans d'autres, il me traite de pute, de traînée, répète que je ne perds rien pour attendre, qu'il va m'apprendre la vie, le respect, l'obéissance. D'ailleurs, il sait où je suis, il arrive. Qu'est-ce que je fous là? Chez les parents d'un garçon de 18 ans. Panique, c'est normal, mais ils sont gentils. Surtout avec Gabi. Lui, il est aux anges. Il n'est pas habitué à ça. Les jouets que le père d'Antoine a sortis, la balançoire et la cabane dans le jardin, les tas de livres pour enfants que la mère lui a refilés, sa housse d'oreiller Cars. À qui tout ça peut bien appartenir? À la sœur d'Antoine, je suppose. Elle doit avoir un gosse. Si j'ai bien compris, elle ne fout plus les pieds ici. Ils ne se voient plus. Ils ont dû s'engueuler à un moment ou à un autre. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la mienne de sœur. Où peut-elle bien être?
Au début, elle me faisait signe, pendant des années même. Elle m'envoyait une carte postale. Plus tard, quand j'ai eu un portable, on s'est mis à communiquer via Facebook, Instagram, WhatsApp. Elle disait qu'elle était dans le sud de la France, qu'elle s'en sortait, qu'elle enchaînait les petits boulots, qu'elle avait un mec parfois. Et puis un jour, tout s'est arrêté. Elle a fermé tous ses comptes. Quand je l'appelais, je tombais sur un message qui disait que le numéro n'était plus attribué. J'ai tout imaginé, qu'elle était morte, qu'elle était à l'étranger, qu'elle s'était fait enlever. Mais la vérité est sans doute beaucoup plus simple. Elle a sûrement refait sa vie et j'étais le dernier élément qui l'a rattachée en l'ancienne. Elle a préféré couper les ponts pour de bon. Au fond, j'ai jamais su pourquoi elle est partie. Ça faisait des années qu'elle en parlait. Ça me revient toujours en mémoire. Cette image de nous deux sur son lit, nos yeux rivés à la fenêtre, la nuit sur la ville, les routes et les voies ferrées qui menaient quelque part, loin, ailleurs. Qu'est-ce qu'elle voulait fuir à ce point? Mes parents? Ok, ils n'étaient pas très drôles, mais quand même, pas au point de partir sans plus jamais te donner de nouvelles. J'ai toujours pensé qu'il s'était passé quelque chose. Mais quoi? Les familles sont tellement pleines de mystères, si opaques. De loin, tout paraît simple, mais quand on s'approche, c'est gorgé de secrets dégueulasses, de silences qui cachent des trucs pas clairs, inavouables. Je regarde la chambre de la sœur d'Antoine. Elle non plus ne parle plus à son frère, à ses parents, ou à peine. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Antoine, il m'a pipoté à mort, l'enfoiré, sur son âge et sur le reste. C'est juste un ado qui vit chez ses parents. Et eux sont bel et bien vivants. Apparemment, il a arrêté le lycée il y a presque 2 ans, comme ça, d'un coup. Depuis, il glande en cherchant vaguement du boulot, et ses parents n'ont pas l'air d'y trouver à redire. Sa chambre, c'est celle de l'ado standard. Celle de sa sœur l'est restée aussi. Rien n'a dû bouger depuis qu'elle a quitté la maison. Je me lève et j'ouvre ses placards. C'est bourré de fringues déjà démodées, d'affaires d'école et de fac, classées année par année. Sur les étagères, c'est plein de bouquins compliqués, des romans qui ont l'air trop sérieux dans leur genre, des livres de cours, sociologie, droit, sciences politiques. Il y a aussi plein de CD, de DVD. Qui garde encore ce genre de trucs chez soi? Plus personne n'a de quoi les lire, non? Je retourne sur le lit. J'ai jamais connu ça. Une belle chambre, dans une belle maison, avec jardin, ne t'entends pas les voisins, où chacun a son espace à lui. On se sent, je sais pas, protégé, à l'abri. Qu'est-ce que je fous là? Merci Frédéric et merci Barthélémy pour cette belle lecture. Frédéric, on te garde un peu avec nous? Oui, mais Barthélémy peut revenir aussi, qu'il ne soit pas Oui, caché comme ça. Il y a plein de messages qui disent superbe lecture de Barthélémy, donc il faut juste que tu réactives ton micro, Barthélémy, par contre. Merci beaucoup. Bon, j'ai pas l'âge du personnage, hein, mais bon. J'ai beaucoup aimé cette voix, voilà. Et puis évidemment toute la partie sur les femmes extrêmement sentie, extrêmement bien vue. Sur les 2 choses en miroir d'ailleurs. Je crois que dans le livre, on parcourt un peu tout ce qui peut arriver de pire aux femmes. Mais voilà. À n'importe quel âge et avec n'importe quelle personne. La lecture était très belle. Hein. Alors, merci. Bravo. Merci. Barthélémy, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Olivier Adam après avoir fait cette lecture ou pas? Non, simplement que j'ai beaucoup aimé son livre et que j'étais ravi de pouvoir le mettre en voix un petit peu. Un petit passage. C'était dur à choisir en plus, parce qu'il y a beaucoup de beaux passages, mais là, il y avait plein d'éléments qu'on retrouve un peu partout dans le livre qui étaient rassemblés, donc on est parti là-dessus. Voilà. Merci, c'est toujours vachement émouvant d'entendre la voix de ses propres personnages. Oui, j'imagine. Incarné avec justesse comme ça, c'est vraiment, voilà, on a l'impression qu'ils prennent corps, quoi. Ça fait plaisir. C'est toujours un drôle de moment. Parfait. Alors, on va passer aux questions parce qu'il y a des questions. Et la première question est posée par Marielle. Est-ce que les parents d'Antoine sont emblématiques de ces couples qui ne savent pas trop comment gérer leurs enfants devenus adultes? Non, je ne sais pas. Non, je souris parce que je ne pense jamais à
à la question de personnages emblématiques. Si vous voulez. Je pense juste à des personnages à la fois singuliers et qui ont une dimension collective. Tous les gens qui ont des enfants qui sont grands ou des jeunes adultes à gérer savent voilà, ce que c'est d'y aller sur des œufs, de faire ce qu'on peut. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est comment on prend soin les uns des autres. Je travaille beaucoup là-dessus depuis que j'écris, en fait. Et qui prend soin de qui? Et qu'est-ce qu'on fait de la douleur de l'autre et des failles de l'autre? Et c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours facile. Loin de là, d'avoir sous son toit un enfant en crise, en souffrance, ou qui déraille, ou qui a des comportements à risque, etc. On est vite désemparé. Alors après, oui, on se rend compte plus tard on aurait dû dire ça, qu'on aurait dû agir autrement. C'est beaucoup de culpabilité souvent. Donc voilà, c'est plus ça. Moi, j'essaie de mettre en scène la complexité de ça, plutôt qu'un emblème sociétal ou général. Là, moi, c'est ces parents-là qui m'intéressent. Ces parents-là, comment ils gèrent leur fils. Quoi. Alors, il y a une question de Vincent qui demande, est-ce que La tête sous l'eau n'est-il pas un peu le prototype d'une partie de badminton? Oh non, c'est que les deux livres sont liés, parce que j'ai toujours, entre les livres que j'ai fait paraître dans les collections dites adolescentes à l'école de loisirs il y a quelques années, et ceux que je fais paraître maintenant chez Robert Laffont dans la collection R, je veux toujours que tous mes livres soient liés les uns aux autres. Il y a toujours des passerelles entre tous mes livres. Voilà. Donc, dans celui-là, dans Les Roches Rouges, on trouvera des passerelles avec Peine perdue. Et dans d'autres livres plus tard, on retrouvera des passerelles avec Les Roches Rouges. Et La tête sous l'eau, une partie de badminton, sont deux livres que j'ai écrits d'ailleurs coup sur coup, mais où, en un sens, les personnages secondaires de l'un deviennent les personnages principaux de l'autre. Mais j'ai toujours fait ça. C'est depuis très longtemps. L'héroïne de l'abri de rien, c'était un personnage secondaire d'un livre qui s'appelait À l'Ouest. Antoine de Pois-Léger, c'était aussi né de là. Enfin, et donc, tous mes livres fonctionnent comme ça. Même le prochain, qui sortira en janvier là, chez Flammarion, on trouvera une passerelle et un lien avec le cœur régulier, à travers non seulement le prénom du narrateur qui s'appelle Nathan et qui était un personnage secondaire du cœur régulier. Et c'est comme une coquetterie peut-être qui n'intéresse que moi, mais je n'arrive pas à ne pas tricoter mes livres les uns avec les autres. Je n'arriverai pas à faire un livre comme ça qui serait tout seul dans son coin. J'ai besoin qu'il se répondent, qu'il y ait des systèmes d'écho. J'ai toujours l'impression que ce que je construis, enfin, voilà, c'est pas voilà, doucement, quoi, mais c'est plus l'ensemble de mes livres côte à côte que livre à livre. Quoi. D'accord. Et alors, justement, Laure rebondit là-dessus en disant, est-ce que les romans publiés dans cette collection Ado, ce qui peut, comme elle écrit, peut surprendre d'ailleurs, vont former une sorte de série ou pas du tout? Alors, pas vraiment une série, parce qu'ils ne sont vraiment pas du tout... ils n'ont pas de lien narratif les uns aux autres. Par contre, on a eu l'eau avec Les Têtes sous l'eau, on a eu La Terre et la Roche, du coup, avec Les Roches Rouges. Voilà, on aura sans doute les deux autres éléments plus tard. Voilà. C'est pareil. Enfin, moi, c'est un peu ce que je vous disais avant, je me fixe toujours, mais d'une certaine manière, ça ne regarde pas vraiment le lecteur, mais je me fixe toujours énormément de cahiers des charges. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec Glenn Tevnek, qui dirige cette collection, j'avais en tête, dans un premier temps, 4 livres avec 4 éléments. Mais bon, ça ne sert à rien. C'est juste moi j'aime l'idée que ça forme un ensemble cohérent, quand bien même il n'y a pas de personnages qui reviennent, etc. Il y a Marie-Christine qui voudrait que vous lui parliez du titre. Pourquoi une petite explication pour ce titre, Les Roches Rouges, pourquoi? Oh, c'était vraiment le titre d'ouverture ce que j'appelle le titre dossier, hein, mais des fois il reste jusqu'au bout. Des fois, finalement, on trouve un autre titre.
Là, c'était vraiment d'emblée, quand j'ai commencé à écrire, comme il y avait même si le livre commence en banlieue, comme il y avait d'emblée, je savais que je ne savais pas comment, hein, mais j'avais deux personnages qui étaient dans la merde, et je savais qu'à un moment donné, ils allaient se planquer dans une maison, donc dans le massif de l'Esterel, qui est marqué par le fait que ce massif montagneux et ses calanques de bord de mer sont une matière de rocheuse, je ne sais même pas laquelle parce que je suis inculte, mais en tout cas, qui est rose-orangé, mais qui, sous certaines inclinaisons de lumière et à certaines heures, est carrément rouge. Quoi. Vraiment, donc d'où les roches rouges. Et après, alors là, l'hôtel dans lequel travaille Antoine à un moment du livre, en vrai, il s'appelle les Roches Rouges. Voilà. Mais ça, j'en parle pas trop parce que comme il s'y passe des trucs pas très agréables, je voudrais pas que cet hôtel qui est un endroit magnifique, mais qui n'est pas dans mes moyens, mais ma compagne un jour pour mon anniversaire m'a offert une nuit là-dedans. Donc c'est un truc 5 étoiles au bord de la mer avec une piscine de mer. Enfin, il est comme je le décris dans le livre, c'est vraiment magique, près du Dramont pour ceux qui connaissent. Voilà. Et donc il y avait aussi un clin d'œil parce que voilà, il va travailler dans cet hôtel qui lui-même s'appelle les Roches Rouges. Et puis ensuite, c'est aussi quand j'ai envoyé le manuscrit à mon éditeur, il y avait le titre de dossier. Lui, il m'a dit ah, j'adore ce titre. Bon, bah, alors, vous savez, des fois, on est bien emmerdé avec les éditeurs qui n'aiment pas vos titres, alors que nous, on l'adore. Alors, pour une fois que le titre convient, moi, directement, je ne vais pas chercher plus loin. Alors, il y a un petit message de Nicole qui vous dit qu'elle adore vos livres, que vos analyses nuancées la convainquent et elle voudrait savoir, pour être aussi près de vos deux personnages, est-ce que vous en avez rencontré des ados comme ça qui sont exactement des copier-coller de vos personnages ou pas? Non, alors Antoine, je le connais, quoi, hein, vraiment. Mais Antoine, je le travaille depuis 20 ans, 18 ans, je le connais. Il est un mélange de moi à cet âge-là, mais surtout d'autres gens très proches de moi à cet âge-là. Et puis au bout d'un moment, il est aussi. Moi, je l'utilise à plein d'âges, cet Antoine, et dans plein de rôles différents. C'est comme un acteur que j'utilise à tous les âges. Et donc, je parle d'acteur à dessein parce que d'une certaine manière, il a aussi pris dans sa manière d'être, son physique, ses réactions, des choses qui viennent du cinéma, qui viennent de la littérature, mais qui viennent du cinéma, qui viennent d'acteurs. On peut penser à Patrick Devers quand je le mets en scène alors qu'il a plutôt 35-40 ans, à Nicolas Duvauchel, qui a d'ailleurs incarné cet Antoine à l'écran dans le film Poids léger de Jean-Pierre Améris. Donc il y a, voilà, mais c'est comme tous les personnages, hein, c'est des mélanges de gens qu'on a croisés dans la rue ou dans sa vie, et de choses qui viennent du cinéma, du théâtre, de la littérature. Et comment se bâtit un personnage, c'est un peu mystérieux, mais il y a toujours un patchwork comme ça qui vient à la fois du vécu et de son univers mental, quoi, de son imaginaire, et de tout ce qui... Voilà, c'est comme un terreau, hein, il y a une composition bizarre entre des livres, des œuvres, des amis, soi-même, sa propre vie, et puis ce qui pousse, c'est le personnage. Et pour Leïla, c'est plus un personnage, on dirait, en termes de cinéma, de composition. C'est quelqu'un que j'ai plus inventé, mais bon, après, je ne sais pas comment dire, inventer des personnages, c'est mon boulot, quoi. Voilà. Donc, vous le faites bien, vous le faites bien. Il y a Vincent qui a deux questions qui se rejoignent un petit peu. La première, c'est l'envie d'écrire a-t-elle été remise en cause durant le confinement? Et est-ce que vous allez vous servir de cette crise sanitaire pour en faire un sujet de roman un jour? Voilà. Alors, m'en servir, non, je ne pense pas, parce que je pense que les éditeurs, enfin même pas, je pense, je le sais, pour avoir parlé avec certains éditeurs, ils ont des cartons entiers. Il y a écrit Covid dessus, puisque c'est des cinquantaines, des centaines de manuscrits qui leur arrivent avec que sur le Covid, que sur le confinement, etc. Donc, il y a écrit poubelle en dessous. Voilà, et après, donc ça, je ne vais pas briefer là-dessus, puis ça ne m'inspire pas du tout, pour te dire, parce que je ne pars jamais comme ça d'un phénomène de société, d'un sujet comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Par contre, le confinement, en fait, je sais que beaucoup de mes confrères étaient vraiment bloqués en termes de travail. C'était vraiment très perturbant, cette atmosphère évidemment réellement très angoissante. Pas sortir sans un papier, tomber sur les flics, et puis matériellement, c'est très compliqué.
les enfants étaient à la maison, tout le monde essayait de se battre pour avoir l'ordinateur, il y avait du bruit, il fallait faire les devoirs, il fallait faire la bouffe 2 fois par jour, il n'y avait plus la cantine, etc. Donc en termes vraiment de temps matériel, ça a été compliqué pour beaucoup de gens. Moi, j'avoue que ça a été une période. Montmartre était extrêmement calme. Tout était très calme. Et moi, je ne tiens pas tellement en place. Et là, j'avais aucune tentation. Voilà, je ne pouvais rien faire. Enfin, j'avais rien d'autre à faire que d'être sur mon ordinateur. Et j'ai vraiment été dans un état de surconcentration et de surproductivité. J'ai écrit en 2 mois ce que normalement j'aurais dû écrire en 6, 8 ou 10 mois. À tel point que j'ai fini un livre. J'ai acheté un livre qui n'était pas du tout prévu que je finisse à ce moment-là. J'avais dit à mon éditrice, tu auras quelque chose à l'automne. Au stade où j'en étais juste avant le confinement. Et en fait, j'ai travaillé du matin au soir et cet état de disponibilité, d'impossibilité d'être distrait, a en fait été bénéfique pour moi au niveau de concentration et d'intensité de projection sur ce texte. Et donc, du coup, voilà, il est fini. Et donc, du coup, j'embouteille à moi tout seul l'étape des livraires. J'étais là en septembre avec la partie de Newington, les Roches Rouges en juin, et je reviens déjà en janvier. Voilà. Oh, c'est pas mal. Ils vont faire des cellules de confinement chez Flammarion parce que ça y est, ils ont compris comment faire produire plus les écrivains. Ouais. En même temps, quand j'ai dit à mon éditrice Alix Penant, bon, bah, là, je t'envoie un texte, elle a été un peu genre non, parce que voilà, là, on rentre plus dans la cuisine éditoriale, mais c'est compliqué, la littérature française en librairie et partout, et donc les auteurs qui publient beaucoup, c'est pas forcément très apprécié par ceux qui ont en charge de les défendre, parce que c'est compliqué de refaire du bruit, d'accompagner efficacement un auteur s'il est là trop souvent, en fait. À part quand c'est Amélie, bien sûr. Elle a le droit, mais les autres n'ont pas le droit. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous, Olivier, vous auriez un conseil de lecture à faire à nos amis lecteurs qui nous écoutent avant que Brice fasse le sien? Ah bah oui, je viens juste de finir 2 livres que j'ai lus coup sur coup. Là. Anne Tyler, Le garçon sur le pas de la porte. Un garçon sur le pas de la porte. C'est une autrice américaine que j'aime beaucoup, que je suis depuis très longtemps. C'est un type qui a un peu une non-vie et puis qui voit un jour débarquer un gamin qui prétend au début, alors que c'est techniquement impossible, qu'il est peut-être son fils. Et voilà, c'est un peu dans l'esprit de certains livres de Nick Hornby. C'est très, très subtil, très fin, très beau. Et puis un recueil de nouvelles d'Adam Johnson chez Albin Michel, La chance vous sourit, Terre d'Amérique. Alors là, voilà, je vous laisse la surprise parce que c'est vraiment un ovni ce livre. Chaque nouvelle est extrêmement étonnante. On est très loin, même si j'adore ça, du prototype de la littérature américaine avec des caisses de bière dans le pick-up, etc., des fusils, des machins. Le côté vraiment qu'on a d'habitude dans Terre d'Amérique ou chez Gallmeister et tout ça. C'est un livre très étrange, très particulier, mais passionnant. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Brice, c'est à toi, ton conseil lecture. Oui. Moi, je le montre du coup. C'est Loki d'or d'Hélène Guestern. C'est sorti en poche au mauvais moment, on va dire. Je crois que la sortie poche était prévue pour mi-mars. Donc forcément, c'est un livre dont la sortie poche va être un peu occultée par le Covid. Et je trouve que c'est magnifique parce que c'est une espèce de respiration justement sur la rapidité de la vie, sur ce qui est important ou non, sur ce qui est sur ce qu'on se doit de faire face à un événement pour faire rapidement une sorte de résumé ou pas. Benoît va croire reconnaître de dos une femme qu'il a aimée quand il avait une vingtaine d'années et qui l'avait quitté et le temps qu'il rassemble ses affaires, il veut la rejoindre, elle a disparu et du coup il va partir à sa recherche et tout chambouler dans sa vie. J'ai trouvé ça très très beau, très bien écrit, une pause de méditation dans un monde qui va parfois trop vite. Et donc je recommande vraiment ce livre. Je ne sais pas si je l'ai. Arléa. Arléa, d'accord. Arléa, pardon. Ok, parfait.
En tout cas, moi, je voudrais dire à nos amis lecteurs qui nous ont écoutés qu'il faut lire absolument Les Roches Rouges de Olivier Adam, qui est sur toutes les tables de librairie, et chez Brice à Saint-Malo, et partout en France. Allez chez vos libraires, allez les écouter, ils sont de très bons conseils. Demain, par contre, on aura un autre univers. On va partir en Louisiane avec Fabienne Canor, ça sera à 19h, et c'est aux éditions Rivage. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Merci Barthélémy pour cette belle lecture. Merci Frédéric pour ta participation. Ça fait plaisir de te voir à l'écran, un petit peu avec moi. Et merci Olivier d'avoir été là ce soir pendant 1 heure. Et merci Brice. Et je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.